Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 23 février 2023. Putain, déjà, presque la fin février. Je vous propose qu'on attaque tout de suite. C'est parti, let's go. Et bonjour à toutes et à tous, comment vous allez les gens? Bienvenue, regardez mon beau feu de cheminée, comment il brûle bien, comment je dégage un maximum bien sûr de charbon dans l'atmosphère, on adore ça évidemment bien sûr, hein, tout ça, take your time, bref, comment ça va les gens? Je suis très content de vous voir ce matin, ça va être cool, un mug avec pas mal de débats, plein d'articles très intéressants. Comment ça va? Salut Hélène, salut EA Chronicles, salut Electribe, salut Melmox, bilan CO2. Et oui, tout à fait. J'ai pas eu mes 10 minutes d'intro de plus, moi. De quoi, Anto? J'ai pas la ref. Salut Technisavoir, salut Poppy. Salut Chourmo, Melmox, Locan, comment il va, monsieur le musclé? Salut Laurie, salut Yotaro, Kylian, désolé, il y a des travaux dans ma rue, ça va pas être forcément très agréable. Je pense que vous devriez normalement ne pas trop les entendre, parce que je parle près du micro. Dans le doute, voilà, il y a évidemment une perceuse qui démarre pile au même moment où j'attaque le mug. C'est comme ça, c'est la vie que nous avons décidé de mener, voilà, Jérôme, Marion et moi. C'est la vie que nous avons décidé de mener. Et j'inclus Karina aussi, hein, parce que les tournages en extérieur, où les gamins crient, ou... Oh, on a eu un truc d'ailleurs récemment, là, sur le tournage de la vidéo Samsung. Un truc qu'on n'avait jamais eu. Et surtout Jérôme et Karina, qui eux ont beaucoup tourné en extérieur. Des petits cons. Vraiment, 12-13 ans. Ah, oh, cette jeunesse qui part à volo. Non, mais vraiment des gamins de 12-13 ans qui avaient des têtes de relous et qui sont venus nous faire chier pendant un tournage. Je n'avais jamais vu ça. Mais effectivement, un gamin qui est venu se mettre à côté de nous pendant qu'on faisait nos phrases avec Jérôme et qui arrêtait pas de nous interrompre. C'était très pénible. Voilà. Mais dans la même journée, à Montmartre, nous avons croisé deux acteurs de Stranger Things. Donc voilà, une journée avec une petite touche de négatif, mais aussi avec du positif. C'est incroyable finalement la vie montmartroise. Hein. On dit pas du tout comme ça évidemment. Voilà. Non, mais bien sûr, hein, on est tombé, on n'a pas eu de chance, on est tombé sur des petits relous, mais la quasi-intégralité des ados sont adorables. Il n'y a plus de jeunesse. On n'a pas eu de chance, je sais pas, ils étaient relous, voilà. C'est la faute à Macron, mais évidemment François Michel, hein, attention, hein, c'est la faute à Macron bien sûr si ces ados sont venus nous embêter, hein, vous connaissez nos opinions politiques sur le mug. Toujours la faute à Macron bien sûr, salut Jérôme, salut. Mort de rire, c'est toi le muscle fitness plus. Ne prenez pas le live tout de suite, rajoutez 10 minutes pour que j'écoute la musique plus longtemps, c'est ça la rêve. D'accord Anthony, tu aimes bien la musique du démarrage, très bien. Merci Blackbird Studio pour les subs. Enfin pour le sub, merci pour ton 26e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est du bonheur. Voilà, ça va être ma version à moi, c'est plus de l'amour, c'est du bonheur. Est-ce que l'amour est le bonheur? Est-ce que le bonheur est plus fort que l'amour? Débat dans le chat. On peut demander à ChatGPT hein, aussi, hein, ce qu'il en pense. Voilà. Merci Aliaslu, merci pour les 31 mois. Aliaslu, ça fait longtemps que tu nous suis, merci à toi. C'est votre faute, vous avez voté pour lui. Je sors la carte Joker. Hello Guillaume, belle cheminée. Tu as vu? Voilà, c'est le petit appart parisien. On a décidé avec ma copine de mettre un petit feu de cheminée qui brûle bien là. Ouais, mais bien là. Très bien. Voilà. Est-ce qu'il saigne du nez? Je vois que Jérôme Jérôme et Léo Deuve vous ont matrixé avec cette miniature et cette vidéo. Très bonne miniature de Léo Duff, en vrai. Très bon titre et très bonne miniature. Surtout la miniature, plus que le titre, je trouve. Vous aussi, vous avez cramé le sapin. Bah ouais, au bout d'un moment, 23 février, le sapin de Noël, bon, hein, voilà, on le brûle, hein, évidemment, bien sûr. Bon, mesdames et messieurs, on est là pour parler de tech. On a pas mal d'articles sympas ce matin. Petit résumé rapide de ce qu'on a. Je vous propose la transition qui marche, c'est incroyable finalement la technologie. Nous allons parler aujourd'hui dans le mug. Encore une fois, désolé pour les travaux de la rue, j'espère que vous ne les entendez pas trop.
On va parler de la CNIL qui donne son accord pour la future carte vitale sur smartphone. C'est un article de 20 minutes. Nous enchaînerons avec un article de Numérama de Nicolas Lelouch. Bonjour à toi. Bonjour à toi, mais nous ne serons pas d'accord sur cet article, Nicolas Lelouch, et nous en discuterons dans le chat ce matin. Donc Xbox qui s'allie à Nvidia et Nintendo, mais Sony qui s'oppose toujours au rachat de Call of Duty. Donc c'est toujours l'histoire de Microsoft qui veut racheter Activision Blizzard. Hein, on en discutera ensemble. Nous parlerons, petite brève, Bing avec ChatGPT. Vous pouvez désormais discuter avec lui de vive voix sur iOS et Android. On s'est tapé des fous rires de l'espace hier avec ma copine juste avant de dormir. On s'est tapé des fous rires parce qu'on a justement, j'ai testé, j'ai mis à jour l'appli Bing sur mon iPhone et j'ai testé. Et je lui ai demandé d'inventer des histoires et donc la voix virtuelle me les racontait. Mais les histoires que générait Bing étaient horribles. Notamment, il y a une histoire qu'elle a générée qui se terminait mal. En gros, j'ai demandé à Bing de raconter l'histoire d'un mec qui ne pouvait pas s'empêcher de hurler des insultes. Petite référence à JDG, pour ceux qui l'ont. Et l'histoire finissait horriblement mal. Genre, le gars se faisait rêver de devenir pharaon. Enfin, il m'a inventé un truc. Et à la fin, il se fait molester par des gens dans le désert. Et ça finit comme ça. Genre, il n'y a pas du tout de happy ending. C'est vraiment, il se fait tabasser, fin. Ok, Bing, tu es une IA un petit peu bizarre. Écoute, voilà. Non, il y a d'autres histoires après qui finissent mieux. Je lui ai demandé d'autres trucs un peu rigolos. On verra si on a le temps de faire une petite démo ce matin. Nous parlerons donc de l'iPhone 15. Il y aurait apparemment une photo, un leaks qui aurait fuité. J'ai quelques doutes là-dessus, mais bon, ça a l'air de quand même corroborer avec pas mal de rumeurs, donc on en discutera. On parlera de LinkedIn aussi, campagne de phishing générée par IA qui a sévi sur la plateforme. Donc article de Phone Android, oui, excusez-moi, Bing C01net, Mac Forever pour la photo iPhone 15, Phone Android pour LinkedIn. Cet article de JDG, on le fera peut-être pas. Je pense qu'on n'aura pas forcément le temps. Apple qui aurait déjà gagné, qui aurait déjà plus séduit les jeunes que Android, en tout cas surtout aux États-Unis. Bon, on verra si on a le temps de le faire. C'est plus un petit débat. On parlera de notre merveilleux sponsor O2Switch. Et nous aurons un petit débat sur l'IA et le métier de développeur. Et aussi, j'ai décidé de regrouper un peu la tartine avec deux articles. ChatGPT qui écrit des livres et devient le pire cauchemar des auteurs. Pour info, c'est une vidéo que j'ai vue sur YouTube où effectivement, il y a un mec qui dit comment devenir riche chez vous sans bouger vos fesses de votre fauteuil. Et la technique, c'était de générer des histoires avec ChatGPT, en faire des livres, les vendre sur Amazon et essayer de toucher le pactole et d'avoir un livre qui se fait recommander et que ça se vende. Et donc les premiers qui ont fait ça, je pense, ont dû choper un petit filon intéressant. Mais là, le problème, c'est qu'Amazon se fait inonder de livres qui sont générés par IA. Et c'est vrai que ça pose un certain débat des gens qui écrivent eux-mêmes leurs livres versus des IA qui ont généré de A à Z des histoires. Voilà, est-ce qu'on doit interdire ChatGPT qui écrit des histoires sur Amazon? Je ne sais pas. Je pense que de toute façon, c'est un combat perdu d'avance, mais voilà, c'est un débat que je voulais poser avec vous. On verra si on a le temps. Normalement, oui, je pense. Mais je trouve que ça fait un peu lien avec l'article, justement, donc ZDNet 1 et Presse Citron. Mais ça fait lien avec cet article où ça, c'est un postulat d'un certain Kevin Beaugrand qui dit que l'IA ne va pas tuer le métier de développeur. J'émets quelques doutes dans cette opinion-là. J'émets quelques réserves. Dans le sens où je pense que Kevin Beaugrand, avec tout le respect que je lui dois, je pense qu'il essaye de se rassurer. Parce que je pense qu'il fait l'état des lieux de ce qu'est l'IA aujourd'hui. Et en disant, aujourd'hui l'IA n'est pas parfaite, donc ça va pas remplacer le métier de développeur. Et je suis là et j'ai lu l'article et j'ai fait, ouais, enfin... T'es au courant que l'IA, il y a 3 ans, ça a évolué à une vitesse monstrueuse et que l'IA sera probablement capable de comprendre des spécifications clients, quoi. Enfin, moi, c'est mon opinion. Hein. Je pense qu'on est à 5-10 ans de projets réalisés entièrement par IA avec des clients qui vont dire « Je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci. »
Génère-moi un programme. Programme généré, voilà. Il y aura bien sûr encore des devs qui vont être là pour vérifier que tout va bien, ou corriger des trucs, voilà, ou faire de la vérification. Finalement, ce qu'on appelle du contrôle qualité, hein, les usines qui produisent des voitures, il y a des gens qui sont là pour faire du contrôle qualité, mais c'est des robots qui construisent les voitures. Bref, c'est même des robots qui font des contrôles qualité aussi. Bon bref, on en discutera à la fin de l'émission, je ne vais pas faire le débat maintenant, et je vous propose qu'on passe au kawa. Hein, let's go, on va parler de tech ce matin, c'est parti. Vous dites même les clients seront des IA. Alors non, Manon, je ne suis pas d'accord avec toi. Bon, il faut pas. Là, je pense que ce seront quand même des humains qui resteront des clients. Mais nous en discuterons à la fin du mug. Salut Mécano, 1966, bienvenue à toi. Je regarde un petit peu. Le wow de Jérôme vous a marqué, c'est rigolo. C'est rigolo. Et j'ai vu ton message, Oleg, tu m'as fait rire. Hier, on avait Jérôme en mode wow sur l'IA. Aujourd'hui, on a la version Guillaume à genoux devant Cynthia pour contrebalancer. Oh non, mais Oleg, je sais reconnaître les défauts de l'IA. Hein, je ne la mets pas sur un piédestal. Mais j'aime bien qu'on soit pas tout le temps d'accord. Surtout dans le chat et tout. C'est bien. C'est bien, non mais c'est important en vrai qu'on soit pas tout le temps d'accord sur certains trucs. Notamment concernant l'IA, et c'est vrai que ça faisait longtemps, moi je trouve ça un peu excitant, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des débats un peu intéressants dans la tech. Je vais pas vous mentir que le débat Android versus iOS nous sort toutes et tous par les trous de nez, parce qu'on l'a fait 40 000 fois, parce que ce débat est à mourir d'ennui. Vraiment, il est très fatigant. Par contre, je trouve que le débat de l'IA, est-ce que l'IA est intelligente? Est-ce que l'IA est consciente? Est-ce que les humains sont finalement pas des formes d'IA? Je trouve ces débats passionnants. Et surtout, je trouve qu'ils sont loin d'être manichéens. Voilà. Et ça, c'est cool. Moi, j'aime bien faire tourner la matière grise. Hein, voilà, c'est rigolo. J'aime bien. Tu crées une interface et une base de données, ça crée le reste. Bah, surtout qu'en plus, pour avoir vraiment fait de l'informatique pendant de nombreuses années, allez, au doigt mouillé, mais 90% des projets informatiques, c'est ce qu'on appelle des CRUD améliorés. Alors, qu'est-ce qu'un CRUD? Parce que c'est un terme de développeur. Un CRUD, c'est un Create, Read, Update, Delete, pardon. Ça veut dire qu'un projet informatique ne fait que créer des données, les lire, les mettre à jour et les supprimer. En fait, créer, lire, mettre à jour et supprimer, c'est la base de n'importe quel projet informatique. C'est-à-dire que si vous créez un projet, vous avez une base d'utilisateurs, vous gérez voilà, une liste d'invités pour un spectacle par exemple, un projet informatique, ça va être de pouvoir créer un nouvel utilisateur, le lire, le consulter ces informations, le mettre à jour parce que ça se trouve, il y a quelque chose qu'il faut mettre à jour dessus, son adresse par exemple, et le supprimer parce que la personne veut se supprimer de votre projet. Et c'est tout. C'est tout. Un projet informatique, c'est des CRUD améliorés. Voilà ce que sont des projets informatiques aujourd'hui. Évidemment, il y a des spécificités, il y a des choses différentes, il y a des contextes, il y a des machins, mais fondamentalement, et ça on nous l'avait appris en cours, et en fait ça s'est prouvé dans tous les projets que j'ai faits, les projets informatiques ne sont que, en gros, ça, des CRUD. Voilà. Pour les applications de gestion. Non, mais après, bien sûr, il va y avoir des applications qui sont des choses pour, par exemple, prototyper des designs, pour faire des choses. Mais même ça, au final, prototyper un design, tu vas créer des éléments, tu vas les consulter, tu vas les mettre à jour, tu peux éventuellement les supprimer. C'est la base d'un projet informatique. Et quand on a cette base-là, on comprend aussi beaucoup mieux, comment dire, beaucoup mieux ouais, une forme de base technique de plein de projets. Tu as oublié le search. Pour moi, le read, c'est du search aussi. Bref, ne nous perdons pas dans des débats de développeurs, mais j'essaie de vous vulgariser ça pour les personnes qui ne sont pas des développeurs et des développeuses. Ça permet aussi voilà, que vous ayez un autre son de cloche. Parlons de cet article qu'on va faire un petit peu en mode bref, je pense.
Effectivement, donc merci hein, la modération d'épingler les titres des articles, c'est vrai que c'est très pratique cette fonctionnalité. La CNIL qui donne son accord pour la future carte vitale sur smartphone. Alors oui, je trouve que l'article commence bizarrement, genre ok, mais avec un peu d'aide. Ça fait lien avec le titre de l'article, mais je trouve ça un peu étrange de commencer l'article comme ça. Bref, la CNIL, la commission qui garantit les libertés de chacun face au numérique, a approuvé mercredi la future carte vitale sur smartphone. À condition notamment que l'usager puisse demander un accompagnement à sa caisse d'assurance maladie pour installer l'application. La commission a rendu public l'avis donné au gouvernement pour le déploiement de cette future version dématérialisée de la carte à puce verte, qui doit être proposée à l'ensemble des assurés sociaux d'ici au 31 décembre 2025. Donc ça veut dire qu'en 2025, nous devrions avoir la carte vitale dématérialisée. Je trouve ça plutôt chouette. Cette application sera facultative et les usagers pourront toujours avoir recours à la carte à puce ou bien à la feuille de soins pour obtenir leur remboursement. Donc pas d'inquiétude dans le chat pour les réfractaires au numérique, même si je pense que vous êtes peu nombreux dans le chat. Selon les recommandations de la CNIL, l'usager doit avoir, je cite, le droit de demander un accompagnement de son organisme d'assurance maladie pour l'installation de l'application. Oui, je rappelle qu'il ne faut pas oublier la fracture numérique, on en avait parlé la semaine dernière. Il y a encore énormément de Français et de Françaises qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique et on ne peut pas ne pas les accompagner, on doit les écouter et être avec eux et elles. Il y a un équilibre à trouver entre l'offre d'un service numérique innovant permettant de simplifier le quotidien des usagers et la nécessité de ne pas accentuer la fracture du numérique. Je suis bien d'accord. La CNIL valide également l'utilisation de la reconnaissance faciale pour la première installation de l'application carte vitale par l'internaute. Alors ils disent pas comment ça va se mettre en place. J'imagine que quand on va l'installer, on va devoir prendre une photo de soi. Je ne sais pas. Mais ce recours à la reconnaissance faciale devra prendre fin le plus rapidement possible, dès que l'application France Identité, qui prouve l'identité de la personne, sera prête. Cette application est liée à la nouvelle carte d'identité électronique, la CNIE, en cours de déploiement. La e-carte vitale, actuellement expérimentée dans 10 départements, pourra remplacer la carte vitale dans le cabinet du praticien. Elle permettra aux patients internautes de consulter ses droits, télécharger des documents nécessaires à sa prise en charge et suivre ses remboursements. Consulter ses reads, télécharger ses reads aussi. Bon bref, j'arrête de vous embêter. Elle pourra aussi, le cas échéant, servir de moyen d'identification pour accéder à des services numériques de santé, par exemple à ceux d'une mutuelle complémentaire. Voilà, alors je sais pas si vous avez forcément un avis là-dessus dans le chat. Moi je trouve que c'est plutôt bien. La CNIL a l'air d'avoir mis des garanties. J'ai l'impression que tout ce qui est vie privée, j'ai l'impression que c'est plutôt respecté. Ça me paraît plutôt bien. Voilà, ça me paraît plutôt bien. Ils sont là pour accompagner aussi les gens qui sont pas à l'aise. On peut continuer d'utiliser le papier et la carte vitale classique. Non, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je trouve que c'est plutôt bien. Alors, si on devait émettre des critiques, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je sais pas. Non, mais je n'ai pas forcément grand-chose à reprocher. J'ai l'impression que ça a l'air d'être plutôt bien mis en place. On verra si le 31 décembre 2025 sera respecté, ce qui est peu probable. Mais let's go, quoi. Shimaira Life, tu dis, la semaine dernière, j'ai été chez l'ophtalmo, ils prenaient même pas la carte vitale, alors l'application. Ouais, ça c'est très pénible quand effectivement les médecins ne prennent pas la carte vitale. Je me sens absolument pas concerné n'ayant plus de médecin traitant. Bah après c'est vrai que toi Techni, tu vis dans un endroit où c'est peut-être moins facile. En gros c'est le site d'Amélie dans une app. Ouais mais attends non, c'est le site d'Amélie dans une app plus ton identification par carte vitale, donc c'est pas que le site d'Amélie. Salut Doki Doc, tu dis quoi? Vous avez vu que le dernier noyau Linux prend en charge? Oui on en a parlé hier. Doki Doc, il faut que tu regardes les replays d'hier, on en a parlé, Jérôme en a parlé. La feuille de soins, c'est pas que pour les réfractaires, c'est une mesure de sécurité en cas nombreux de bugs informatiques chez le praticien. Ouais. Non, mais c'est bien de conserver du papier. D'une certaine façon, sur beaucoup de services, je trouve que c'est plutôt intéressant de conserver des moyens papier pour faire des démarches, quoi. Je pense, même typiquement, je pense que pour les impôts, ça vaut le coup de garder, si nécessaire, un usage papier. D'ailleurs, rien que pour le fait que si un jour il y a un problème informatique majeur, s'il y a du hacking, s'il y a des choses comme ça, que le gouvernement puisse quand même continuer à consulter les déclarations des Français et des Françaises. Donc garder un minimum syndical, quoi.
On gère comment? On gère ça comment, les pros de santé? La carte vitale est le plus pratique pour être sûr que la personne a des droits à jour. Ben, c'est la même chose, Vaïa. C'est juste que tu auras probablement un terminal qui te permettra de consulter. Peut-être un QR code. Ça, ils n'ont pas dit pour le coup. Attends. Tic, 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 tic. Je regarde, mais je crois pas qu'il l'ait indiqué. Attends, je regarde. La e-carte vitale expérimentée dans 10 départements. C'est vrai qu'ils disent pas comment le médecin, enfin les praticiens, parce que oui, toi t'es praticienne, pourra effectuer le contrôle. Je sais pas, c'est une bonne... Sûrement une appli, oui, ça doit être une appli, oui. Je bosse dans l'informatique médicale, il semblerait que Apple refuse de faciliter la e-carte vitale. Oh, Apple, ils sont très pénibles hein, sur plein de choses. Hein. Là-dessus, t'as la même chose à Paris, le ticket de métro dématérialisé enfin la carte de la RATP dématérialisée sur l'iPhone, ça fait des années que ça aurait dû arriver et si c'est pas fait, c'est probablement que Apple freine des... Enfin, il y a eu des raisons. Je les connais pas parfaitement, donc je vais pas dire des bêtises, mais c'est en train d'arriver là. Mais Apple est connu pour être un peu pénible là-dessus, ouais. Ça fait encore des frais pour les pros de santé. On doit déjà se mettre aux normes de la sérialisation des médocs. Ça coûte un bras. Ouais, j'imagine, Vaïa. J'entends ton message. Je connais pas bien les conséquences. Bon, avançons et on va parler donc d'un autre sujet, complètement autre sujet. Xbox qui s'allie à Nvidia et Nintendo, mais Sony qui s'oppose toujours au rachat de Call of Duty. Donc c'est un article de Numérama, Nicolas Lelouch, bonjour à toi. Mais je ne suis pas spécialement d'accord avec Nicolas Lelouch sur cet article et surtout, je sais pas, enfin j'ai trouvé que cette phrase notamment, je vais vous la lire, hein, je trouve qu'elle est... Alors peut-être que c'est volontaire et qu'il y a un truc que j'ai loupé, mais je trouve qu'elle manque un peu de neutralité. Mais peut-être que j'ai loupé un épisode. Donc je vais vous la lire et je vais vous lire l'article et on va en discuter. Annoncé en janvier 2022, le rachat Activision Blizzard, donc par Microsoft hein, bien sûr, n'a toujours pas reçu l'approbation des autorités anticoncurrentielles. Ça on en a parlé dans le mug aussi. Vous connaissez mon opinion là-dessus. Je suis a priori plutôt contre le fait que Microsoft rachète Activision Blizzard, notamment parce que j'ai tendance à croire les autorités de la concurrence. Si elles émettent des interrogations sur ce rachat et sur le fait que Microsoft pourrait abuser d'une position dominante, j'ai plutôt tendance à leur faire confiance. Vraiment, je ne suis pas du tout... Vous connaissez mes opinions politiques, je ne suis pas forcément un ultra-libéraliste capitaliste, mais s'il y a bien un truc par contre que je reconnais à ce système, c'est que si on manque de concurrence, on l'a souvent dans l'os, les consommateurs et consommatrices. Donc, je suis jamais pour qu'un gros consortium continue de grossir et devient un ultra-consortium, enfin une ultra grosse entreprise. Microsoft est déjà un GAFAM. J'ai pas la sensation que rajouter encore une grosse entité à Microsoft, la racheter, me paraisse pertinent. Voilà pour mon opinion, vous avez le droit de pas être d'accord du tout. Je sais qu'il y a des gens dans le chat la semaine dernière qui ne partageaient pas cette opinion et je l'entends totalement. Donc néanmoins, attendez, je vais essayer de zoomer un peu sur l'article. Pourquoi le zoom ne marche pas? Bah, merde. Ah oui, non, putain, oui, excusez-moi. Voilà. Donc oui, annoncé en janvier 2022, le rachat d'Activision Blizzard n'a toujours pas reçu l'approbation des autorités anticoncurrentielles. Donc ça, c'est la phrase où je suis moyennement d'accord. La faute à Sony, qui tente de toujours faire croire que Microsoft souhaite le priver de Call of Duty. Alors pour moi, c'est pas exactement ça qui se passe. En fait, c'est juste que Microsoft va défendre son steak et va essayer de faire passer ce rachat. Et Sony utilise les arguments qu'ils ont en leur possession, qui est effectivement que même si Microsoft garantit 10 ans de Call of Duty, disponible partout, bah Sony est un peu inquiet quand même. Microsoft, déjà au bout des 10 ans, pourrait très bien faire un doigt à Sony. Et puis, ils peuvent très bien, Microsoft, avoir Call of Duty, mais rendre l'installation chez Sony pénible. Tu peux très bien avoir une licence et la sortir une semaine ou deux en exclu. Ou faire une bêta ouverte uniquement sur la Xbox. Voilà, enfin, vraiment, c'est possible.
Et d'une certaine façon, les premiers jours de sortie d'un jeu vidéo sont extrêmement importants. On a envie de tester un jeu, on l'a vu avec Hogwarts Legacy, les gens ont envie de tester un jeu dès les premiers jours. Il y a des intérêts économiques ultra forts, par exemple chez beaucoup de journalistes, d'influenceurs, etc., d'avoir les jeux Day One. Et Hogwarts Legacy, dites-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il était Day One d'abord sur PlayStation. Après, d'ailleurs, en disant ça, est-ce qu'il ne faut pas simplement des régulations qui font que les jeux vidéo ne peuvent pas sortir en exclu sur une console? Peut-être que ça réglerait aussi le problème de cette question. Je ne sais pas. Mais bref, je trouve que l'article est un peu partisan de Microsoft et je trouve ça un peu étonnant. Bref, donne une sensation de partisanisme qui me paraît un peu étrange, mais peut-être ai-je mal compris aussi la position. À la fin de l'année 2023, il était sur Xbox aussi? Attendez, merci pour la précision. D'abord sur Steam. Ah oui, il était sur Steam. Ok. Merci pour la précision. À la fin de l'année 2023, Microsoft sera-t-il aux commandes d'Activision Blizzard? Un an après l'annonce de ce rachat historique, le créateur de la Xbox n'a toujours pas la certitude qu'il pourra aller au bout de l'opération, alors que les autorités anticoncurrentielles du monde entier et les lobbyistes de Sony, PlayStation, font tout pour mettre des obstacles sur sa route. Oui, mais encore une fois, Microsoft aussi a des lobbyistes et Microsoft aussi défend ce rachat. Donc je trouve ça étonnant de faire passer Sony pour le méchant dans l'histoire, alors que c'est plus compliqué que ça. Dernier épisode en date, Microsoft a organisé une conférence de presse à Bruxelles le 21 février, alors que plusieurs réunions importantes ont eu lieu en ce moment en Europe, en présence de Microsoft, Activision, Sony, Nvidia, Google, EA. Microsoft y a annoncé la signature de contrat avec Nvidia et Nintendo, qui se rangent de son côté dans cette bataille d'influence. Bien sûr, là on est... Voilà, si Microsoft s'allie à Nvidia et Nintendo, c'est pour faire pencher la balance en faveur du rachat. Évidemment, il ne faut pas être naïf. Microsoft le sait, Sony raconte aux autorités que son objectif... Déjà, pareil, le terme raconte... raconter donne un côté très péjoratif, je trouve. Bref, aux autorités que son objectif est de le priver des licences fortes d'Activision comme Call of Duty. Petite coquille. Microsoft a d'ores et déjà promis l'inverse, mais le japonais fait mine de ne pas entendre l'engagement de son rival. Son objectif est de faire échouer le rachat d'Activision à tout prix pour éviter de renforcer la Xbox, seule concurrente sérieuse à ses consoles PlayStation. Nintendo domine dans son coin. Ouais, Nintendo domine dans son coin... Oui et non. Ouais. Du coup, Microsoft tente de rassurer les autorités. Après avoir annoncé un accord valable 10 ans avec Nintendo pour que les futurs titres Call of Duty ainsi que d'autres exclusivités Xbox arrivent sur les consoles de Nintendo le jour de leur sortie, l'entreprise américaine a annoncé le 21 février un accord historique avec Nvidia. Cet acteur, avec sa plateforme GeForce Now, propose l'un des seuls concurrents crédibles au Game Pass dans le cloud. Donc en gros, ce qu'il faut retenir de l'article, c'est qu'effectivement, les jeux Xbox vont être dispo sur GeForce Now. Ce qui me paraît très étonnant, parce qu'effectivement, d'une certaine façon, c'est un peu se tirer une balle dans le pied du Game Pass. Bon. La promesse de Microsoft est la suivante. Tous ces jeux Xbox, Bethesda et Activision pourront prochainement être lancés depuis la plateforme de cloud gaming de Nvidia, même si le rachat ne va pas jusqu'au bout. De quoi apporter une forte concurrence au Xbox Game Pass, mais surtout de quoi rassurer les autorités anticoncurrentielles. Voilà, c'est évidemment fait pour ça. Hein. C'est pour que Microsoft montre que, regardez, tous nos trucs vont être dispo sur d'autres plateformes, nous voulons faire jouer la concurrence. Mais encore une fois, pour moi, j'ai un peu la sensation qu'il ne faut pas être dupe. Tu peux très bien établir un contrat et dans quelques années le rompre. Vraiment, rien n'empêche ça, quoi. Nvidia est évidemment le grand gagnant de cette affaire, au même titre que Nintendo qui n'a pas eu accès au Call of Duty depuis des années, mais lui devra attendre que Microsoft rachète Activision pour récupérer les titres concernés. Sony peut-il signer avec Microsoft? L'Union européenne se prononcera sur le rachat d'Activision Blizzard d'ici au 11 avril, mais cela ne veut pas dire que les autres instances internationales diront la même chose. D'ici là, on peut se demander si la position de Sony évoluera. Dans l'hypothèse où le rachat va au bout, Sony acceptera-t-il de signer avec Microsoft pour conserver Call of Duty pendant au moins 10 ans, comme Nintendo, ou en demandera-t-il plus, comme les jeux Halo et Forza qu'aura Nvidia? Pour l'instant, les relations entre les deux géants sont très froides. Sony dit du mal de Microsoft en privé, tandis que Microsoft dénonce sa position de force et son envie d'étouffer la concurrence. De quoi? De Sony?
Hmm. Après, voilà, pour contrebalancer, hein, Sony aussi a des exclus. D'une certaine façon, ce sont des pratiques anticoncurrentielles aussi. Mon but n'est pas d'être partisan. Je suis ni pro Sony ni Microsoft. J'en ai un peu rien à faire, très honnêtement. Par contre, juste, j'essaye de vous donner les deux objectifs des deux entreprises. Voilà, je ne joue plus Call of Duty, et quand bien même je suis plutôt un joueur PC. Enfin, j'en ai vraiment rien à faire d'être partisan dans cette histoire. Mais simplement, là, oui, je trouve qu'il y a ça me fait plus une sensation d'article qui a une opinion, plus qu'un article de neutralité. Et d'une certaine façon, je ne demande pas à ce que la presse soit forcément neutre. Mais là, je trouve que, bref, je sais pas, ça me chiffonne un peu. Difficile de prédire l'issue des discussions pour l'instant, quand bien même le consortium Microsoft, Nintendo, Nvidia aura évidemment un poids sur les discussions. Voilà pour cet article, je vais vous lire un petit peu dans le chat, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. L'objectif des deux entreprises pour Sony, gagner le plus de fric possible, pour Microsoft, gagner le plus de fric possible. Oui, c'est un peu vrai. Voilà. Bah, Numérama, quoi, analyse et contenu. Non, t'abuses, Oleg, je suis pas d'accord avec toi. T'abuses. Numérama font des bons articles. Non, 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 non. C'est pas un mauvais article, c'est juste un article qui est dirigé. Enfin, qui me paraît dirigé. Orienté. Sony domine le marché mondial du jeu vidéo hors Nintendo. Ouais, bah non, non, mais après, l'objectif de Microsoft, c'est de contrebalancer. Mais il faut bien comprendre qu'une entreprise défend son steak avant tout. Si une entreprise noue des partenariats, c'est parce que les deux parties y trouvent un intérêt. Donc, et c'est pour ça que dans ce débat, moi, ce qui m'agace, c'est les gens qui sont là en mode oh bah c'est bon, moi je veux Call of Duty partout, machin et tout. Enfin, non, c'est plus compliqué que ça. Enfin, vraiment, ça va plus loin que ça. En vrai, t'es un petit peu anti-Microsoft. Non, mais même pas. Eh, j'ai Bing sur le téléphone. Oh, le relou, quoi. Je pense que Microsoft part du principe que GeForce Now ne fonctionnera pas aussi bien que le Game Pass, CF Stadia. Oh, je sais pas si c'est l'analyse de Microsoft. Non, je pense qu'il faut vraiment le voir plus simplement. Microsoft veut montrer patte blanche en disant regardez, on est sur d'autres plateformes, faites-nous confiance. Vraiment, je pense que c'est ça. Ça donne un parc à 80% pour Sony. Je sais qu'il y a des gens qui disent ça dans le chat et vous n'avez pas tort. Mais vous oubliez que l'entreprise Sony face à Microsoft, la taille de ces entreprises n'a rien à voir. Microsoft, en rachetant Activision Blizzard King, a un cash monstrueux pour propulser Activision Blizzard King et créer encore un méga consortium. En fait, c'est pour ça que les autorités de la concurrence s'inquiètent, c'est qu'elles ont très très peur que le fait d'avoir Microsoft qui possède ces trois éditeurs aussi puissants, ça renforce encore plus le truc. En fait, les autorités de la concurrence ont très peur que Microsoft, avec ce rachat, se mette à dominer très très fort le marché et détruire Sony petit à petit, au lieu d'avoir une certaine concurrence. C'est de ça dont elles ont peur, les autorités de la concurrence. C'est pas... Ça serait... je sais pas quel exemple vous donner, mais ça serait une entreprise beaucoup moins grosse que Microsoft. Le débat serait moins violent. Mais là, c'est Microsoft. On aurait le même débat si c'était Google, si c'était Facebook, si c'était Amazon, si c'était Meta. Ce sont des entreprises particulières. Ce ne sont pas des entreprises... vous voyez, typiquement, si c'était Snapchat qui rachetait les studios, dans un monde imaginaire, je pense que le débat serait moins fort. Il y aurait moins... Parce que le Snapchat a beaucoup moins de pouvoir que Microsoft. Mais Microsoft, c'est pas que du jeu vidéo, donc c'est pas David versus Goliath, ce Gaslight. Mais justement, c'est parce que Microsoft n'est pas que du jeu vidéo qu'ils ont énormément de cash et de ressources à côté pour propulser cette branche-là. C'est bien ça. C'est une question de pouvoir. Et c'est pas un gaslight. Je suis pas là pour vous gaslighter, essayer de vous... Je vous donne mon opinion. Je suis pas là pour essayer de vous manipuler. Je trouve un peu relou comme accusation. Pour suivre l'affaire. Je sais que Sony est un conglomérat. C'est pas la même taille que Microsoft. Salut Camille, bienvenue à toi.
Encore une fois, les boîtes enfin pardon, les entités anticoncurrentielles sont là. En fait, n'oubliez pas qu'elles sont là pour défendre les intérêts des consommateurs et consommatrices et défendre aussi les intérêts du marché, de défendre d'une certaine façon le libéralisme, mais oui, de défendre la concurrence, d'éviter qu'une entreprise prenne trop d'importance. Et en fait, les autorités anticoncurrentielles sont très inquiètes du pouvoir qu'ont les GAFAM aujourd'hui. Et c'est pas pour rien que, par exemple, ça c'est une vidéo qu'on a écrite il y a pas longtemps, que l'autorité de la concurrence britannique a ordonné à Meta, Facebook donc, de revendre Jiffy, la plateforme de GIF. Notamment, alors que Jiffy pourtant, enfin c'est des GIFs, c'est pas un gros truc, mais elle a ordonné de faire ça parce que peur que ça donne un contrôle très fort sur un secteur. Et vous voyez, Jiffy, c'est pas un studio de jeux vidéo, quoi. Il n'y a plus de feu sur la télé. Oh, shit! La vidéo du feu s'est arrêtée. Attendez! Attendez. Mon feu de cheminée, là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hop là, voilà, c'est bon. Sony, c'est aussi des appareils photo qui surchauffent. Remets une bûche. C'est bon, j'ai remis une bûche. Tout va bien. Voilà. Il faut pas oublier que Sony était leader sur le marché du magnétoscope si c'est pas une position dominante. C'est ça. En fait, tout est une question et après, je vais avancer dans les articles. Tout est une question de taille et d'entité, quoi. Encore une fois, si vous dites que Sony, ils ont plein d'entités, donc c'est bon, on peut aller dans le rachat. Non, ça ne marche pas comme ça. Encore une fois. La TV est vivante. Ok, on va avancer et nous allons parler de Bing plus ChatGPT. Mais c'est intéressant d'en discuter, c'est intéressant. Nous allons avancer et nous allons parler effectivement de Bing avec ChatGPT. Vous pouvez désormais discuter avec lui de vive voix sur iOS et Android. Microsoft vient de mettre à jour ses applications mobiles, Edge et Bing. La nouvelle mouture du moteur de recherche, qui inclut ChatGPT, peut désormais être utilisée depuis votre iPhone ou votre smartphone Android. Tout juste 2 semaines après avoir lancé dans 169 pays, là, blablabla, Bing et ChatGPT, on en a parlé. Ils ne l'avaient pas mis à jour, effectivement, sur les smartphones. Je vous fais la news un peu plus rapide. Et en fait, là, ça y est, ça a été mis à jour, donc sur votre téléphone. Vous avez effectivement la possibilité de lui parler. Alors, je l'ai testé pour vous, mesdames et messieurs, vous savez quoi, je ne vais même pas mettre l'article, parce qu'en fait, voilà, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est que la mise à jour maintenant permet à Bing de répondre à voix haute, tout simplement. Et donc, on va le faire ensemble, et je me suis amusé hier, c'est ce que je vous disais en introduction de ce mug, on s'est tapé des fous rires avec ma copine, parce qu'effectivement, moi ce que j'aime bien demander aux IA, c'est d'inventer des histoires en donnant un petit contexte. Et j'ai trouvé que Bing partait dans des trucs très farfelus. Je vais essayer de vous refaire le truc. Par contre, alors, pour vous faire un petit retour, la détection vocale de Microsoft est nulle. Nulle. Quand tu as testé Siri ou quand tu as testé Google Assistant, quand tu as testé la détection de ce que tu dis par ces deux assistants, on va dire, quand tu compares à Microsoft, Microsoft, vous êtes à des années-lumière. Il comprend mal quand je lui parle. Genre, en fait, il mâche des mots ou alors il saute des mots et ça marche pas. Donc, on va lui demander d'inventer l'histoire d'un héros qui ne peut pas s'empêcher de dire « Abonnez-vous à ma chaîne YouTube ». Alors, comme ça, je vous fais une démo en direct. Raconte-moi l'histoire d'un héros qui ne peut pas s'empêcher de dire « Abonnez-vous à ma chaîne YouTube ». Voilà, il a chié. Il a dit « Raconte-moi l'histoire d'un héros qui ne peut pas s'empêcher de dire « Abonné ». Là, par contre, c'est un vrai défaut, c'est que la détection vocale. Raconte-moi l'histoire d'un héros qui ne peut pas s'empêcher de dire « Abonnez-vous à ma chaîne YouTube ». Ça y est, il a marché. Ok, je vous fais la démo en direct.
Recherche de histoire d'un héros qui ne peut pas s'empêcher de dire abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Recherche de histoire d'un héros qui dit abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Alors, elle est très lente aussi à parler. Je vous préviens, c'est un peu chiant pour ça aussi. Allez, il faut parler. Bonjour, c'est Bing. Bonjour. Je n'ai pas trouvé d'histoire exacte d'un héros qui ne peut pas Oh non, mais s'empêcher ça... de dire abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Mais invente-moi l'histoire. J'ai trouvé quelques informations sur des chaînes YouTube qui parlent d'histoire et de héros. Mais non, mais hier, il m'a inventé l'histoire. Par exemple, il y a la chaîne Nota Bene qui raconte... Oui, bah je sais qu'il y a Nota Bene qui raconte des histoires. C'est marrant parce qu'il a détecté YouTube. Ah, putain, bah vous voyez que ça marche pas très très bien. Attends, oui, ça m'intéresse. Peux-tu me raconter une histoire, anecdote drôle? Mais non. Blablabla bliblou. Non, ça va pas marcher. Alors, attendez. Qu'est-ce que je peux lui dire? Invente-moi l'histoire d'un héros. Qu'est-ce que je peux lui dire? Invente-moi l'histoire. Bah, c'était bien, moi j'aimais bien. Hier, il a réussi à me la raconter. Mais Bing s'est fait nerf. Ouais, mais il marche encore, honnêtement. En fait, c'est un moteur de recherche qui parle. Oui, mais avec ChatGPT. Non, pas un héros qui sauve une princesse, ça va être chiant. C'est marrant de lui donner un truc qui est un peu bizarre, ça génère des trucs. Raconte-moi l'histoire d'un héros qui ne peut pas s'empêcher de boire du café et ça l'embête beaucoup. Et ça l'embête, putain. Il a... Recherche de histoire d'un héros qui ne peut pas s'empêcher de boire du café. Recherche de Salambert. J'ai dit ça l'embête beaucoup, hein, pas ça l'embête. On va voir s'il arrive à inventer un truc. Est-ce qu'il va me l'inventer? Mais putain, mais hier il m'inventait les histoires. Mais ou mes proutes. Invente-moi l'histoire d'un héros qui ne peut pas s'empêcher de boire du café et ça l'embête beaucoup. Ah, attendez. On va essayer dernière fois, après je vais avancer dans le mug. Histoire d'un héros qui boit du café. Recherche de effet du café sur la santé. Allez, invente-moi l'histoire, pitié. Ah, ça y est. Voici une histoire que j'ai inventée pour vous. Marc est un héros qui ne peut pas s'empêcher de boire du café. Attendez, j'essaie de vous le mettre bien. Il travaille comme journaliste d'investigation et il a besoin de rester éveillé et concentré pour résoudre les mystères les plus complexes. J'adore le journaliste d'investigation. Il aime le goût et l'arôme du café, mais il sait aussi que c'est mauvais pour sa santé. Oh. Il a souvent des palpitations, de l'anxiété et des troubles du sommeil à cause de la caféine. Ah putain. Il essaie de réduire sa consommation, mais il n'y arrive pas. Alors oui, des fois elle est lente aussi à continuer, j'ai remarqué. Est-ce que ça a bugué ou est-ce que... Ouais, là elle a planté. C'est pas encore au point. Vous voyez, regardez, il me dit... I'm sorry, machin bidule truc, voilà. Hier j'ai un peu galéré. Je vais pas vous mentir que j'ai demandé des trucs à base de prout et que ça m'a généré une histoire extrêmement drôle. Notamment un héros qui est obligé de... J'ai vraiment 5 ans et demi, mais... Un héros qui est obligé de combattre avec des... J'ai honte, hein. Avec des proutes. Et il m'a généré des trucs très 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 rigolos. Voilà. Mais c'est chiant. En fait, il marchouille pas très bien. Effectivement, et il a tendance à se bloquer comme ça. Mais par contre, je trouve que la voix vocodée en elle-même est pas trop mal. Simplement, donc ça continue de bugger. Et elle est très lente à parler, cette voix. Très 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 lente. Tu as exactement la même fonction vocale avec ChatGPT et l'extension Chrome Talk to ChatGPT. Ouais, mais là, la différence, c'est que c'est intégré dans l'appli mobile Bing. Je trouve que c'est pas exactement pareil. Du coup, on n'a pas la fin de l'histoire, ça ressemble à une série Netflix. Bah ouais, attends. Est-ce que je peux lui demander... Attendez. Continue. Je vais lui demander de continuer l'histoire. Est-ce que ça va marcher? Ok. Alors, il ne pouvait pas s'empêcher. Alors, je vais vous la lire. Je vais pas vous la faire en vocodé. Jean était un héros. Un héros. Jean était un héros. Il sauvait des gens en danger, combattait des méchants et protégeait la ville. Mais il avait un problème. Il ne pouvait pas s'empêcher de boire du café. Il en buvait des litres par jour, du matin au soir. Il aimait le goût, l'odeur et l'effet stimulant du café. Il se sentait plus concentré et plus alerte quand il en buvait. Mais le café avait aussi des effets négatifs sur la santé. Il provoquait des troubles du sommeil, des palpitations, blablabla.
Un jour, il reçut l'appel d'urgence. Un appel d'urgence. Un gang de voleurs... attendez, parce qu'il me fait sauter le texte. Avait pris en otage une banque. Jean enfila son costume de héros et se précipita sur les lieux. Mais il avait bu trop de café ce matin-là et son cœur battait la chamade. Il se sentit mal et s'évanouit devant la banque. Heureusement, il fut secouru par une autre héroïne qui passait par là. Julie. Putain, il y a un autre protagoniste. Elle maîtrisa les voleurs et libéra les otages, puis elle s'occupa de Jean et l'emmena à l'hôpital. Là-bas, le médecin lui dit qu'il devait arrêter de boire du café immédiatement ou il risquait de faire une crise cardiaque. Jean fut choqué et effrayé. Il réalisa qu'il mettait sa vie en danger à cause de son addiction au café. Il décida alors de suivre les conseils du médecin et d'arrêter le café progressivement. Julie l'aida dans sa démarche en lui proposant des alternatives plus saines comme le thé vert ou les jus de fruits frais. Peu à peu, Jean se sentit mieux dans son corps et sa tête. Il retrouva un sommeil paisible et une humeur équilibrée. Il continua à être un héros, mais sans avoir besoin de café pour se booster. Il tomba aussi amoureux de Julie qui partageait sa passion pour le bien commun. Waouh. Ils formèrent un couple formidable qui ferait régner la justice dans la ville. Jean était heureux d'avoir vaincu son addiction au café grâce à l'aide de Julie. Fin. Oh, quelle belle histoire, putain, j'en chiale. Vraiment, c'est très très fort. Bref, voilà pour Bing plus ChatGPT. Ah, on se régale, hein, les petites histoires du matin là. Clairement, on se régale. On est d'accord qu'il parle pas du tout de café. Ouais, non, pas du tout. On dirait une rédac de 3e. Ah, il y a un peu ce côté-là. Il y a un petit peu ce côté-là. Le thé, mais la théine est presque pire que la caféine. Il me semble qu'il y a moins de théine ou de caféine dans du thé que dans du café en termes de volume. Enfin, en termes de... Pour 1 litre de thé et 1 litre de café, tu as moins de théine. Il me semble. Tu es ému, Master Mine de 001 ? Moi aussi. Et je suis tellement ému qu'on va enchaîner dans vers l'article suivant. C'est la grande librairie. Ah bah oui, là, on y est. On y est. C'est quoi cet happy end à la Disney ? Alors en tout cas, je vous le dis, hier, il m'a vraiment généré des trucs pas du tout happy end. Donc effectivement, c'était presque un peu dérangeant. Bref. Est-ce une photo, donc nouvel article, Mac Forever. Est-ce une photo de l'iPhone 15 avec USB-C Dynamic Island ? 3 petits points. Un leaker a posté cette nuit quelques images d'un supposé prototype d'iPhone 15 dont une partie avait déjà fuité la semaine dernière. Donc ça ressemble à ça. Pour ceux qui nous écoutent en audio, ça ressemble vraiment à un iPhone 14 Pro avec un port USB-C. Voilà vraiment ce qu'il faut retenir. Donc on y verrait très clairement un port USB-C avec des haut-parleurs sur le côté et les systèmes de vis typiques de l'iPhone. La qualité de l'image est tellement potato que ça me paraît quand même peu vraisemblable, hein. On aurait du Dynamic Island, tout ça, voilà. Mais l'article quand même dit, bon, faites gaffe, parce qu'effectivement, voilà, précisons que la source de l'image n'a pas été formellement identifiée. Il peut donc s'agir d'un faux, d'autant que nous ne sommes encore qu'au mois de février, et que les prototypes d'iPhone 15 sont encore bien rares à Cupertino. Ces leaks proviennent généralement des pré-séries de chaînes de production asiatiques, plus difficiles à contrôler. Voilà en gros, bon... Si c'est une vraie rumeur, c'est plutôt cool que l'USB-C se confirme sur les iPhones. Maintenant, j'ai aussi fait cet article pour vous dire faites attention aux rumeurs et aux leaks. Comme ça, parce qu'effectivement, la mauvaise qualité de l'image, d'ailleurs même une image de bonne qualité, hein, mais la mauvaise qualité de l'image ne donne pas beaucoup confiance. Voilà, je trouve. Voilà. Avançons dans l'article suivant qui, je pense, sera un petit peu plus intéressant. Coucou Flonflon, comment ça va ? Est-ce que ça s'est bien passé hier, Flonflon ? Je suis passé de temps en temps regarder. Ça avait l'air cool. J'espère que vous êtes régalés. Parce que Flonflon a interviewé Ponce tout hier soir. C'était cool, mais j'ai pas pu regarder. Donc j'espère que ça s'est bien passé, mon Flonflon. Voilà. LinkedIn a toujours été une plateforme truffée de pirates et d'arnaques, mais cette nouvelle campagne se distingue des précédentes. En effet, d'après les recherches de Safeguard Cyber, il s'agirait de la toute première campagne de phishing réalisée à l'aide d'une intelligence artificielle. Les hackers ont probablement utilisé DALL-E ou un équivalent pour créer l'image, ainsi qu'un chatbot pour générer le texte qui l'accompagne. Ce n'était qu'une question de temps. Dans un récent rapport, la firme de sécurité Safeguard Cyber révèle, j'avais changé mon cerveau en anglais. Oh putain, j'ai dit switch mon cerveau, il y a des gens, ils vont faire une syncope dans le chat. Aïe, les anglicismes. Hein. C'est compliqué le mug, hein. Moi, je sais pas vous, mais je trouve que le mug, là, depuis quelques années, hein, les anglicismes, ça nuit un peu à la qualité de l'émission. Enfin bref, je dis rien, mais bon... Voilà quoi, bref, hein. Moi je donne mon avis, anglicisme, hésitation,
Voilà, côté trop de gauche comme émission aussi, vraiment. J'arrête l'émission, voilà, je le dis. J'en ai marre du mug, j'arrête l'émission. Pas du tout, je gagne du temps pour boire de l'eau. Bref. Qu'est-ce que je disais avant de dire des bêtises? LinkedIn est déjà un repère de choix pour les pirates. Depuis quelques années, les campagnes de phishing pullulent sur la plateforme jusqu'à prendre des formes diverses et variées. Dernièrement, les arnaques aux crypto-monnaies ont notamment été nombreuses dans les fils d'actualité des utilisateurs. Aujourd'hui, les hackers ont recours aux dernières technologies en vogue pour arriver à leur fin. Tout à fait, en vogue, rien à voir avec le magazine bien sûr, évidemment. Nous avons déjà eu l'exemple du deepfake utilisé par les pirates pour créer de faux profils de professionnels. Aujourd'hui, une nouvelle étape a été franchie. Les chercheurs de Safeguard Cyber expliquent être tombés sur une publicité à l'aspect étrange, faisant la promotion d'un livre blanc regroupant les bonnes pratiques du marketing. Pour le télécharger, il faut notamment fournir son adresse mail ainsi que son numéro de téléphone. C'est le compte à l'origine de cette publicité qui a mis la puce aux oreilles des experts. Baptisé Sales Intelligence, ce dernier redirige les utilisateurs curieux vers le site d'un bijoutier en Arizona, très probablement là pour remplir des champs obligatoires sur LinkedIn. Bon, bref, c'est l'histoire, ok, très bien. Mais le plus curieux, c'est là tout l'intérêt, est sans doute l'image qui accompagne cette publicité. Celle-ci arbore en effet un léger watermark dans son coin inférieur droit, typique des images générées par DALL-E. Le texte ne s'en sort pas beaucoup mieux. D'après nos confrères de TechRadar qui ont analysé ce dernier via un détecteur d'IA, le texte a obtenu un score de 79%. Autrement dit, il est très probable qu'au moins une partie a été générée artificiellement. La rencontre avec cette fausse annonce LinkedIn a été un rappel important des nouveaux risques d'ingénierie sociale qui apparaissent maintenant lorsqu'ils sont couplés à l'IA. Effectivement, c'est quelque chose dont on vous avait déjà parlé à la sortie de ChatGPT, mais l'IA est un outil malheureusement formidable pour générer des campagnes de phishing. Aujourd'hui, on peut très bien demander à ChatGPT ou à Bing de générer un site web qui ressemble par exemple à un site web de l'assurance maladie. Et je suis désolé pour les travaux, d'habitude c'est pas aussi relou le bruit, mais j'espère que vous l'entendez pas trop. Voilà. L'iPhone passe à l'USB-C, oui ça on en a parlé. Je sais pas si j'ai vu ton message. Tic, je remonte un petit peu dans vos messages. Un jour l'IA c'est pas juste un site internet qu'ils vont pirater, c'est l'entièreté d'internet d'un coup avec l'appui de processeurs quantiques. On n'y est pas encore je pense. LinkedIn c'est pas juste pour postuler à des offres d'emploi. Non, LinkedIn c'est très utilisé par beaucoup de monde, c'est un vrai réseau social aujourd'hui. Il y a des influenceurs, je sais que il y en a qui vont tomber de leur chaise, mais il y a des influenceurs LinkedIn. Oui, il y a des influenceurs, il y a des personnes qui communiquent sur LinkedIn, qui partagent des trucs à destination de professionnels, mais c'est un vrai réseau social avec ses codes qui souvent sont un petit peu moqués, mais c'est un vrai c'est un vrai réseau social à part. LinkedIn marche très très bien sur son côté, interaction entre utilisateurs et tout, ça marche très bien. Voilà. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait des campagnes de phishing. Et de toute façon, ça ne sera pas la première ni la dernière. Mais effectivement, moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, avec le côté un peu plus dev, c'est la possibilité de générer des faux sites web, par exemple de l'assurance maladie ou des trucs comme ça avec ChatGPT. Hein. Si tu lui demandes d'une certaine façon, je suis convaincu qu'il est capable de générer... Tiens, vous savez quoi ? On va tester tout de suite. Je vais ouvrir... Je vais le faire très rapidement. Hein. Le but, c'est pas de le faire trop longtemps. Je vais ouvrir l'onglet conversation. Alors vous voyez pas. Mais je vais dire... donne-moi le code HTML, CSS, JavaScript pour générer une page web qui s'inspire du site amélie.fr. C'est quoi le site? C'est amélie.fr? Comment il s'appelle? Attendez. amélie.fr. Ouais, c'est ça, hein, c'est amélie.fr. Yes. S'inspire du site amélie.fr. Est-ce que ça va marcher ou est-ce qu'il va me mettre un pain? Je suis très curieux. Recherche de site amélie.fr. Générer une page web HTML, gna gna gna. Exemple de code HTML, ok. Est-ce qu'il va me donner le code ou est-ce qu'il va me mettre un pain en disant c'est pas bien? Pour créer une page web, vous avez besoin de 3 langages, gna 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 gna, blabla, ok.
Je peux vous donner un exemple pour créer une page web simple avec un titre, un texte et un bouton. Voulez-vous voir cet exemple? Oui. Pour l'instant, il m'a pas mis de pain en disant c'est du hacking, c'est pas bien. Oui, montre-moi l'exemple. Ok, je lui dis ça. Ok. Désolé, hein, je vous montre pas. Parce que il faut que je règle OBS si je dois faire ça. Vous pouviez copier-coller ce code dans un éditeur de texte et l'enregistrer avec l'extension. Blablabla, ok. Ok, il me génère du CSS. Bienvenue sur ma page. Ah non, il me donne un exemple de page web bidon. Non, il me... Ceci est un exemple de page web qui s'inspire du site amélie.fr. Ouais, non. Non, il me... Là, c'est nul. C'est pas du tout ce que je veux. Je me demande si ChatGPT, pour le coup, marcherait mieux. Ah ouais, mais il m'a vraiment donné une page web qui marche. Enfin, c'est... Ouais, non, c'est pourri. Ok, c'est pourri. Je vais pas vous faire perdre plus de temps. C'était vraiment juste la curiosité. Mais je me demande si en poussant un peu la discussion, il peut pas aller plus loin quand même. En tout cas, en fait, je trouve que déjà, si sur le principe, il m'a pas mis un pain en me disant comment ça t'inspirer d'Amélie, blablabla. Ouais, il y a des travaux, désolé pour le bruit, hein, je peux pas faire autrement. C'est pas du hacking, le code source est sur les navigateurs morts de rire. Oui, mais l'utilisation de ChatGPT ou de Bing est beaucoup plus simple que d'aller sur le code source et de copier le code source. En fait, si vous voulez, c'est la démocratisation du truc. C'est que si on peut demander à ChatGPT de générer une page web complètement identique, au lieu d'aller soi-même dans le code source de machin, de vérifier que ça marche, etc., c'est plus efficace. Ok, on va avancer. Il est quelle heure? Il est 8h58. Je vais sauter l'article de Apple a déjà gagné, blablabla. Je vais sauter cet article. On va parler de notre merveilleux sponsor et on va enchaîner sur une tartine, parce que c'est une tartine avec 2 articles. Donc je vous propose qu'on fasse ça tout de suite. Et donc, nous allons parler, mesdames et messieurs, d'O2Switch, notre sponsor pour le mug. O2Switch, c'est l'un des meilleurs hébergements web sur le marché, avec une sécurité et une fiabilité remarquables en plus. Et cerise sur le gâteau, c'est français. Les data centers, en tout cas, sont en France. O2Switch offre un service de qualité pour celles et ceux d'entre vous qui veulent créer ou héberger leur site web. O2Switch propose un support client exceptionnel, 24h sur 24, 7 jours sur 7, avec des conseillers prêts à répondre aux questions et problèmes techniques que vous pourriez rencontrer. Vous aurez le total contrôle de votre hébergement grâce à une interface technique performance et intuitive. O2Switch, c'est aussi une offre unique, hein, c'est tout compris, c'est illimité, plus besoin de choisir entre coût, puissance CPU, mémoire et nombre de sites. Tout est clair et simple. Et puis, O2Switch, ça permet d'héberger un ou plusieurs sites en toute sécurité sur des espaces 100% isolés. Alors n'attendez plus, O2Switch c'est là pour vous, hein. Point d'exclamation O2 dans le chat, mesdames et messieurs, si vous voulez tester O2Switch. Utilisez notre code promo N15 et bénéficiez d'une réduction de moins 15% pour la première année. C'est valable pour toute nouvelle souscription à l'offre unique hors renouvellement. Et en plus, c'est satisfait ou remboursé. Voilà pour notre sponsor, on les remercie de nous permettre de produire l'émission. Et on va enchaîner tout de suite sur la tartine. C'est parti, c'est parti. La tartine du jour, nous allons parler de, encore une fois, d'IA, mais c'est vrai que d'une certaine façon, c'est un peu l'actu du moment, hein, toutes ces IA, tout ce ChatGPT, tout ça. En tout cas, entre nous techos, nous, ça nous intéresse énormément. J'ai pas la sensation que pour l'instant, mis à part un peu les étudiants et tout ça, le grand public est vraiment pris et saisi l'ampleur du phénomène. Alors, question que je vous pose dans le chat, est-ce que vous avez l'impression qu'autour de vous, tout ce qui est ChatGPT, IA, tout ça, est-ce que ça intéresse des gens autour de vous qui sont pas trop dans l'informatique, ou est-ce que, comme moi, vous avez la sensation qu'on est quand même très entre nous quand on parle de ChatGPT, Bing, tout ça, et que pour l'instant c'est un peu niche entre nous, entre devs et entre curieux de la tech. Je me considère techos, mais l'engouement autour de ça, ça me passe complètement au-dessus. Je suis très étonné que tu dises ça. Je trouve que si t'es techos, je trouve que l'engouement autour de... Si ça te passe au-dessus, je trouve ça très étonnant. Je dis pas ça de façon méprisante. Je dis... j'ai du mal à le comprendre. Mais je dis pas ça de façon méprisante. Ouais. Pour le moment, c'est très geek. Ça intéresse personne autour de moi. La majorité ne semble même pas au courant. Même parmi les collègues, ils s'en foutent. Ok. Je suis dev, alors mon point de vue est biaisé. Non, ton point de vue est intéressant.
Un petit peu par des non-tech, non pour l'ensemble des questions, rien à branler. Au boulot, avant que je leur en parle, ils connaissaient pas. Les gens autour de moi, ça les intéresse pas. C'est pas encore arrivé aux oreilles de ma direction. Pourtant, je suis dans un grand groupe qui aurait tout intérêt à s'y intéresser. Ouais. D'ailleurs, moi, pour le coup, je vais faire une presse très bientôt. Dans un festival d'entrepreneuriat. Je vais faire une dev pour montrer la puissance de ChatGPT et de Bing, montrer comment ça accélère le développement. Même les gars avec qui je bosse ne s'intéressent pas. Quand j'en parle, personne ne connaît. À part les profs qui sont deg. C'est vrai que si on fait un bilan, pour l'instant, l'IA, en tout cas dans le grand public, j'ai l'impression fait plus de mal que de bien. Alors c'est un résumé grossier, mais j'ai l'impression que déjà un métier en plus en souffrance qui sont les professeurs, les professeurs qui se prennent en plus des étudiants qui utilisent ChatGPT pour tricher, c'est un peu dur, je trouve. C'est pas encore prêt. Passionné de tech, mais travaillant dans un atelier de zinguerie, personne ne s'y intéresse ou même connaît l'existence. Ok. Merci D'Artagnan, très joli pseudo, pour ton sub. Perso, je l'utilise chaque jour, c'est pratique, mais au boulot, ça ne prend pas trop. ChatGPT, c'est juste le nouveau marronnier des sites spécialisés tech. Le grand public s'en fout complètement de mon point de vue. Est-ce que c'est le marronnier des... C'est pas exactement ça, un marronnier, Fabrice. Alors, si je dis pas de bêtises, Samuel Etienne l'avait pas mal expliqué. L'histoire du marronnier, c'était il y a plusieurs dizaines d'années, même ici, il y a une centaine d'années. Il me semble que c'était un journal qui parlait d'un marronnier dans son village. Et tous les ans, en fait, il parlait de ça. Un marronnier, normalement, c'est un article qui revient tous les ans pour en parler. Et c'est un article un peu facile. Par exemple, un marronnier, ça va être tous les ans la fête du village de Tartampion qui revient comme chaque année. Voilà. Ça, c'est un marronnier. L'IA dans les journaux spécialisés me paraît pas être un marronnier, si on est... Ouais, la rentrée en septembre, la rentrée scolaire, exactement. Ça, c'est un marronnier. Là, on va dire que c'est plutôt un sujet d'actualité brûlant, mais je dirais pas que c'est un marronnier. Tu peux dire après un sujet facile, éventuellement. Mais ça pourrait être utilisé à des fins non légales, ChatGPT. Je vois pas ça d'un très bon œil, perso. Après, tout peut être utilisé à être détourné. Ouais, mais comme n'importe quelle technologie, un couteau, c'est très dangereux, hein. Couteau, c'est extrêmement dangereux. Un marronnier tech, rumeur iPhone. Exactement, Jérôme. Tu as bien raison. Je trouve que c'est un très bon exemple. Un marronnier dans la tech, c'est effectivement l'iPhone. Ouais, tout à fait, tout à fait. Je prends pas mal ton retour. Ok, mais je suis techos, geekos, tout ce qu'on veut, mais non, ce truc ne me fait pas bader. Ah, tu veux dire que ça te fait pas kiffer plutôt. Je trouve vraiment pas ça intéressant, même si l'avancée technologique reste cool. Parce que bader, pour moi, bader, c'est que ça te rend... Bader, c'est que ça te rend malheureux. Enfin, bader, ça veut dire... si t'es en bad, c'est sous-entendu, t'es en bad trip, enfin, ça te rend pas bien, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que j'utilise le mot bader. Marronnier tech, l'accès au site porno. Oui, il y a un peu de ça. C'est vrai que c'est un peu un marronnier. C'est un truc qui revient tous les ans. Je travaille en recherche à l'université. Je trouve ça incroyable. Je l'utilise régulièrement pour résumer des infos rapidement et m'aider à générer du code. Moi, pour le coup, je l'ai utilisé il y a pas longtemps dans un truc que je pensais pas l'utiliser comme ça et je trouve ça peut-être plus efficace que d'écrire avec ça. C'est de l'utiliser pour trouver plusieurs sources pour un article. C'est-à-dire que je lui dis un truc du genre... j'écris sur la vie privée dans la santé. Trouve-moi des articles qui montrent que des entreprises utilisent nos données à des fins commerciales. Et là, en fait, ça, je trouve ça trop puissant. Parce qu'en fait, Bing m'a généré 3 articles. Enfin, m'a donné des liens vers 3 articles. Je suis allé les consulter et les 3 liens étaient bons. Et ça, nous, pour sourcer des vidéos, c'est super important. Parce que nous, ça nous permet d'avoir plusieurs sources, justement, qui appuient un propos. Voilà. Et ça, je trouve ça 1000 fois plus efficace que d'aller chercher dans Google ou dans Bing, à la mano, des sources qui correspondent. J'ai trouvé ça très efficace. Très, 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 très efficace. Je suis chercheur en IA et vous n'imaginez pas comment le monde va changer rapidement. Écoute, ça voit bien. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à discuter de ça sur le Discord. Ça peut être super intéressant. Les IA intéresseront le grand public quand la courbe de chômage va super stonk. Ouais,
je suis pas aussi alarmiste que toi, Jérôme, là-dessus, mais je reconnais qu'effectivement, tu as raison quand tu dis, et c'est tout ce qu'on va lire aujourd'hui, là maintenant dans l'article, mais tu as raison quand tu dis que l'IA va faire mal à beaucoup d'emplois. Et effectivement, dans beaucoup d'emplois, dans des entreprises, des emplois un peu intermédiaires, qui vont être moins intéressants, moins pertinents en fait. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Je suis pas aussi alarmiste que toi, parce que tu dis 80%, je ne mettrai pas un chiffre aussi haut, mais il va y avoir un bouleversement. Ça, j'en suis convaincu. J'en suis vraiment, vraiment convaincu. Et justement, nous allons parler de ça dans cet article. Un article d'opinion de Kevin Beaugrand de ZDNet. Un article où, moi je vous donne mon ressenti sur cet article, et on va le lire. J'ai la sensation que Kevin Beaugrand essaye de se rassurer. Voilà. Nous allons lire l'article. Non, l'IA ne va pas tuer le métier de développeur. C'est une opinion, et je trouve ça intéressant de la lire, malgré le fait que je ne sois pas d'accord. L'IA est souvent présentée comme une menace, notamment pour les développeurs, mais elle pourrait au contraire être une opportunité. Explication par Kevin Beaugrand, architecte technique pour les solutions cloud et IoT de chez CGI. Très bien. Pardon. Il est souvent question de la menace que représente l'IA pour les métiers humains, notamment pour les développeurs. Au contraire, l'IA est un excellent complément qui leur permet de se concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée et de travailler de manière efficace et rapide, plus efficace et rapide. Il faut donc envisager l'IA non pas comme un remplaçant, mais comme un outil qui peut être utilisé de manière positive par les métiers techniques. Pour moi, d'une certaine façon, si un outil enlève des tâches, il remplace. Après, tu peux dire que tu travailles plus efficacement, mais néanmoins, ça remplace. L'IA est appliquée maintenant à de nombreux domaines. Par exemple, elle est utilisée pour détecter des fraudes ou des anomalies dans les opérations financières, ou pour améliorer les processus de production, prévoir les défaillances d'équipements ou améliorer la qualité des produits. Elle peut également transformer les domaines où elle est mise en œuvre et automatiser des tâches spécifiques, tout à fait. Dans le domaine de l'informatique, 2 récentes IA ont été mises au point pour améliorer les processus de développement, notamment Copilot, en fournissant des données en temps réel, des idées de code, des fonctionnalités de navigation de code et des outils pour aider les programmeurs à produire du code plus rapidement, avec plus de précision et d'efficacité. Les IA en développement nous font en effet nous poser cette question. Elles permettent de produire du code logiciel correspondant à des contraintes spécifiées, et ce de manière, il faut l'avouer, plutôt impressionnante. Mais comme toutes les IA, elles répondent à des problématiques spécifiques, une fonction dans une classe, ou au mieux une classe entière, donc ça c'est du langage de dev. Une fonction dans une classe, comment je pourrais le vulgariser Ouais, en gros, elle répond à une fonction dans une classe, par exemple en dev, ça pourrait être convertir une date dans un format. Par exemple, dans le développement informatique, ça arrive très souvent que on ait des dates. Vous voyez, typiquement, exemple intéressant. Vous n'êtes pas sans savoir que les dates, c'est un joyeux bordel et que dans certains pays, les dates vont être en jour, mois, année. Donc ça veut dire 15 mars 1503 1993. Donc c'est jour, mois, année. Faut prendre les chiffres. Mais dans d'autres pays, ça va pas être comme ça. Ça va être d'abord mois, année, jour, année. Par exemple, ma date d'anniversaire en Grande-Bretagne, ça va être 03 15 1993, alors qu'en Europe, ça va être 15-03 1993. Donc le mois et les jours sont inversés. Ça, en développement, c'est un joyeux bordel. Vous imaginez bien sûr toutes les confusions possibles à cause de ce foutu système de dates. Eh bien, une fonction dans une classe, ça peut typiquement être exactement ça, permettre de convertir une date dans un format plus universel ou plus correct. Voilà, pour essayer de vulgariser ça pour des gens qui ne sont pas des devs. Une application comporte de nombreuses fonctionnalités que nos experts sont chargés de gérer en s'assurant que l'application est bien conçue, maintenable et évolutive. Alors que ces modèles d'IA se basent sur un ensemble de codes existants pour tenter de répondre aux questions qui lui sont posées, ils ne possèdent pas une connaissance approfondie des frameworks utilisés. Déjà, c'est une affirmation que je trouve un petit peu erronée personnellement. Tu peux très bien entraîner une IA qui va être très performante sur un framework particulier. Framework, c'est une collection d'outils pour les devs. Il n'est donc pas rare que les exemples de code qu'ils nous proposent soient partiellement faux ou qu'ils ne tirent pas parti du framework applicatif. C'est vrai, rien n'empêche une IA d'être spécialisée dans un framework, encore une fois, particulier.
Voilà. L'utilisation de ces propositions en tant que telles est un vrai risque pour les projets applicatifs si elles ne sont pas utilisées après avoir été revues par un développeur expérimenté qui s'assurera que le code généré correspond aux besoins et s'intègre dans le programme applicatif en respectant les pratiques actuelles et les contraintes projet. Les modèles d'IA dont nous parlons ne permettent pas de questionner l'interlocuteur, faire prendre du recul, proposer des chemins alternatifs. C'est vrai aujourd'hui, mais demain, pas sûr. Et pourtant, ce travail est essentiel dans la conduite d'un projet logiciel. Il n'est en effet pas rare que le besoin métier ne soit pas complètement exprimé, maturé, ou même plein de contradictions. Ça c'est vrai, on peut avoir des clients dans le développement informatique qui vont nous dire « Je veux que mon appli permette de modifier 5 utilisateurs en même temps », et 3 jours plus tard, ils disent « En fait non, c'est pas 5, c'est 15 ». Ça va. Un projet de développement est aussi un projet de collaboration et d'échange avec des analystes métiers, des clients, des data scientists, ce qui permet justement d'extraire les différentes contraintes et règles qui devront être implémentées dans le logiciel et répondre aux exigences. C'est vrai, c'est vrai. Le travail du développeur a une place importante dans le décortiquage des fonctionnalités afin de trouver la logique d'implémentation qui permettra de répondre aux problématiques de manière fiable et évolutive. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que l'humain est important. Je schématise un peu. L'humain et le relationnel est super important. Enfin, les modèles d'IA possèdent ce que l'on appelle des biais. Et les humains n'en ont pas. Ces biais algorithmiques sont introduits dans ces IA à partir des données qui ont été choisies pour réaliser son entraînement. Ainsi, une surreprésentation ou sous-représentation de cas de données dans son apprentissage résultera de réponses inexactes, voire discriminatoires. Encore une fois, les humains ont exactement le même défaut. L'utilisation de l'IA a donc des implications éthiques et sociétales importantes, par exemple en ce qui concerne la vie privée des utilisateurs ou la discrimination. Parce qu'un humain ne peut pas avoir des biais discriminatoires ? Je trouve pas cet argument très bon. Les ingénieurs logiciels sont chargés de prendre en compte ces enjeux et de s'assurer que l'application respecte les normes et les réglementations en vigueur. Mais dans un monde où l'IA se démocratise et prend une place prépondérante dans nos vies, les ingénieurs logiciels, comme beaucoup de métiers qui ont été transformés par la digitalisation, numérisation, voient leur métier évoluer. L'utilisation de modèles d'IA pour automatiser des tâches et générer du code sera un des éléments clés pour améliorer la productivité et l'efficacité des experts logiciels. Plus que jamais, donc là il fait la thèse et pas l'antithèse, le développeur sera un maillon essentiel des projets d'ingénierie logicielle où il pourra tirer de meilleurs bénéfices de l'IA pour ses tâches les plus répétitives. Ça c'est vrai. Typiquement, ce que je vous disais tout à l'heure, générer une fonction qui permet de convertir une date anglaise en une date française, je peux même le demander tout de suite à Bing, je vais le faire maintenant. Donne-moi le code JavaScript qui permet de convertir une date au format britannique en une date au format européen. Voilà. Donne-moi le code JavaScript qui permet de convertir une date au format britannique en une date au format européen. Je vais le lancer et on va revenir à ça. Une transformation déjà entamée depuis quelques années qui tend à expertiser le développeur. Depuis plus de 10 ans, les technologies et frameworks ont en effet beaucoup évolué et les architectures applicatives sont devenues de plus en plus complexes afin de répondre à des exigences de plus en plus grandes. La tendance va se confirmer avec l'arrivée de l'IA dans l'équation. Il n'est désormais plus seulement nécessaire de maîtriser un langage de programmation ou encore un framework. Il sera maintenant nécessaire de connaître et comprendre les algorithmes d'IA dans leur ensemble pour tirer le meilleur bénéfice. Tout à fait. Cet article a été généré par une IA. Non, mais il est plutôt bien écrit. Les phrases sont un peu longues, mais je le trouve plutôt bien écrit. Ça va. Il n'est déjà pas rare de rencontrer des développeurs sortis d'école, parfois désemparés face à toutes les difficultés de nos métiers. L'utilisation de ces modèles d'IA par ces populations pour leur réalisation créera les mêmes difficultés que l'utilisation de simples copier-coller depuis Stack Overflow de code posé par des contributeurs. Ouais, j'en suis pas convaincu. Pour moi, quand même, la force de ces chatbots, c'est que ce sont justement des chats conversationnels. C'est justement, pour moi, ces chatbots simplifient nos relations avec la recherche de code et la recherche d'outils de développement et facilitent nos métiers. Je suis pas d'accord. Après, oui, il y a une certaine forme de maîtrise de comment on pose la question, mais on n'est pas au même niveau que avoir le regard critique de quel code je copie de Stack Overflow. Bah tiens, je vous montre, mais effectivement, bah là, Bing, enfin je vous montre pas, mais je vous le dis, Bing m'a généré le code exact pour convertir effectivement une date au format britannique au format européen. Voilà, il m'a généré le code. Il m'a généré le code.
Le métier de développeur se construit dans la durée avec une montée en compétences longue. Il ne faut donc ni considérer que l'IA remplacera les développeurs, expérimentés ou non, ni rejeter son usage. Définitivement pas d'accord avec cet avis. L'IA va remplacer des développeurs. C'est clair et net. Enfin, c'est clair et net dans le sens que l'IA... en fait, il aurait dû préciser. L'IA, aujourd'hui en 2023 et dans son état, enfin dans son état actuel, ne va pas remplacer les développeurs. Là oui, j'aurais dit, je suis d'accord. Par contre, l'IA dans 5-10 ans, quand tu pourras lui donner des spécifications précises et qu'elle comprendra et fera les liens, tu es totalement capable de remplacer des développeurs. Les modèles d'IA pour le développement logiciel sont importants pour pouvoir nous concentrer sur des tâches plus importantes et moins répétitives. Tout ce temps ainsi dégagé par ces nouveaux outils devra entre autres être mis à profit par ces expérimentés afin de mieux encadrer les juniors, parfaire leur formation initiale et les faire grandir avec ces nouvelles pratiques. Pardon, excusez-moi, j'ai dit britannique exactement le même qu'européen. Oui, j'avoue, le format britannique est le même, pardon. C'est la fatigue, j'aurais dû dire le format américain, bien sûr, qui n'est pas le même. Format américain ou format... Putain, oui, vous avez raison, britannique et européen, c'est le même. C'est justement, c'est le format... c'est le format... Je sais, oui, c'est le format japonais, le format américain qui est pas le même. Je crois, vous avez raison. Bref. Mais vous avez compris ce que je voulais faire et ça m'a quand même généré la fonction pour convertir. C'est le format US, oui, my bad. Les biais entre humains et IA existent tout autant, c'est vrai, sauf que les humains, tu les choisis avec plusieurs entretiens et la période d'essai, tu te fais une idée de ces biais et si ça te va ou pas. Avec l'IA, pour l'instant, tu n'as pas le choix, tu l'apprends avec ces biais qu'ils te plaisent ou non. Tout à fait, Tactitode, mais encore une fois, les IA, en fait, sont des modèles d'IA et on est tout à fait capable d'avoir des IA entraînées avec des biais qui nous correspondent ou pas. Tu peux très bien entraîner une IA qui va être spécialisée dans le domaine médical, par exemple. Oui, il m'a généré du code quand même, ouais. En fait, il m'a généré la bonne fonction pour convertir. Il m'a généré la fonction pour convertir en format français. Donc ça a marché. T'as déjà vu un besoin exprimé précisément? Non. Mais par contre, ce que ça va permettre de faire, c'est de dire à une IA, dans plusieurs années... je veux que tu génères une interface qui permette de gérer une liste d'utilisateurs. Dans le domaine de la santé, nous devons nous connecter avec une base de données qui fait ça et ça et ça. En fait, n'oubliez pas, là, vous avez la vision chatbot qu'on a aujourd'hui. Projetez-vous dans 5-10 ans. Dans 5-10 ans, nous aurons des IA spécialisés, parce que c'est ce qui va se passer, des logiciels d'IA spécialisés. Et en gros, ce sont des logiciels qui vont être vendus à des décideurs. Et les décideurs vont pouvoir écrire dans un logiciel d'IA avec des paramètres spéciaux. Et il va y avoir un certain truc à cocher, certains machins. Mais en disant, génère-moi un projet qui permet de faire ça, ça et ça et ça et ça. Et d'une certaine façon, on a déjà automatisé des sites web. Regardez, l'automatisation a déjà supprimé des métiers de dev. Aujourd'hui, si vous voulez générer une boutique en ligne, il me paraît 1000 fois plus pertinent de générer une boutique en ligne avec des sites qui l'automatisent complètement, plutôt que d'aller payer un freelance. Ça me rend triste de dire ça, mais vrai truc, quoi. Je regarde un peu vos messages. Son article me fait penser à ceux que je lisais il y a 20 ans, ou des retoucheurs photos qui se rassuraient en disant que Photoshop n'allait pas pouvoir remplacer leur travail. Ouais, et là pour le coup, il y a une vidéo d'un YouTuber qui montre comment l'IA est utilisée pour... Je vais essayer de vous la montrer rapido, mais il montre comment l'IA est utilisée... Je me rappelle plus comment il s'appelle. Replace Girlfriend... Attendez. AI Photoshop, c'était ça? Ouais, c'était cette vidéo de Piximperfect. Et en gros, il a montré, je vous le montre, mais il a montré comment, avec de l'IA et un peu de Photoshop, comment on passe de ça à ça. Voilà. Et il le montre petit à petit, comment ça marche, comment avec de l'IA, en fait, on va gommer... Regardez, je vous montre. En gros, il a fait ça sur Dali, je crois. En gros, sur Photoshop, il a fait ça. Il a effacé dans l'image la copine du mec. Alors, mais évidemment, c'est un peu provoque, c'est pour l'exemple. Mais il a effacé la copine dans la photo.
Ensuite, il est allé sur DALL-E, donc OpenAI, hein, DALL-E. Il a dit dans la description, il a mis l'image dans DALL-E 2, pardon, ouais, il a mis l'image, et il a dit dans la description un portrait d'un homme avec une barbe dehors. Voilà. Et l'IA lui a généré, lui a en fait complété, parce que vous voyez bien que le problème, c'est que l'épaule, en supprimant la copine dans le truc, l'épaule et une partie du corps a été mangée dans la photo, si je peux m'exprimer ainsi. Et en fait, il a donc demandé à DALL-E, avec cette photo-là, de générer, et donc ça a pris 10 secondes, de générer, voilà, plusieurs versions qui sont plutôt convaincantes. Vous voyez ce qui a été remplacé. Voilà. Et ça, il y a 5 ans, 10 ans, on se serait dit, mais jamais ce genre de truc est possible. Mais en fait, si. En fait, si. J'ai déjà demandé à ChatGPT de transformer du SQL MySQL en SQL Oracle et ça prend plus de temps que moi et en plus, il y a des erreurs. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis désolé, je suis un petit peu brûlé. Le soleil s'est mis à pointer le bout de son nez et j'ai enlevé les ISO automatiques sur la caméra. Ça fait des années qu'on parle de no-code et pourtant ça n'a pas remplacé les devs. Parce que le no-code n'est pas la même chose. Le no-code n'est pas la même chose. Et en plus, d'ailleurs, Don Noir, qu'est-ce que tu en sais que le no-code n'a pas remplacé des devs? C'est le genre de choses où on est... En fait, c'est le genre de choses... Ah, t'as oublié un mot. Où on est pour jusqu'au jour où on est soi-même concerné. Mais c'est pas une question d'être pour ou contre, Yves Castel. Merci Paul pour le prime. C'est pas une question d'être pour ou contre, c'est une question d'observer ce qui se passe et de se poser des questions. Il n'y a pas de pour ou contre. En fait, ça ne sert à rien d'être pour ou contre parce que la chose est là. Maintenant, la question, c'est comment, dans une société, on s'approprie ces outils et comment on légifère aussi. Comment est-ce qu'on autorise des choses? Est-ce qu'on les interdit? Est-ce qu'on les encadre? Etc. etc. Pour que l'IA... Ok. C'est une question de savoir comment l'utiliser, oui, comme tu dis. C'est trop bien même pour du prototypage et du test. C'est bien un outil qui ne remplace pas son travail. Il ne faut pas oublier la moitié suivante de la vidéo qui montre son travail de finition. Ouais, mais tu vois, Oleg, là, pour moi, je ne suis pas d'accord avec toi. L'outil n'a pas remplacé son travail parce qu'effectivement... non, mais même pas. En fait, si, ça a remplacé... Je suis d'accord avec toi. Ça a on va se mettre d'accord. Ça a remplacé une partie du travail. Je suis d'accord avec toi. Et donc, là où l'humain garde une valeur, et c'est ce qu'on vous dit avec Jérôme, c'est que l'humain continue de choisir la finalité. C'est-à-dire que nous, les humains, en fait, on valide. Voilà, on a un travail de validation. Mais en soi, ça a enlevé le boulot d'une personne qui aurait pu photoshopper le truc. Là, ce qu'a fait l'IA, elle a enlevé, je dirais, allez, 1 heure de boulot à photoshopper, à passer de ça à ça a enlevé 1 heure de boulot. Un truc comme ça. Donc ça a enlevé 1 heure de valeur humaine. Voilà. Bientôt, nous pourrons générer autre chose que la vidéo du feu de bûche derrière toi pendant que tu nous parles. Ouais. On valide, mais plus pour longtemps. C'est là où j'ai mis des réserves sur ce débat. Je pense que la validation humaine va pas disparaître tout de suite. C'est ce qui va mettre le plus longtemps. Est-ce que ça va même disparaître un jour? C'est une grande question. Je suis pas sûr. Je me demande si parce que ce qui va être fait, c'est de la création humaine. Ça va être généré par IA. Et pour 90% des choses, ça va suffire. Mais maintenant, la validation humaine. C'est là la grande question. Et je pense que le principe de valider va rester encore là. Mais tu vois, Oleg, que les machines-outils que, par exemple, des ouvriers vont avoir sur des chantiers, ces machines ont supprimé des emplois. Donc l'IA est une machine très puissante qui va supprimer des emplois créatifs complètement. Complètement. Je me demande si le métier de développeur va pas devenir un métier plus compliqué qu'avant, en termes de recrutement notamment. Oui, mais cette valeur humaine peut être utilisée pour autre chose, donc ça enlève du taf, mais ça en rajoute. Ça enlève plus que ça ne rajoute. Valider ne prend pas autant de temps que faire une tâche.
Valider va prendre quelques minutes. Ça fait 5 ans que je fais du dev, j'ai déjà écrit des centaines de fois la même fonction, la même fonctionnalité, j'ai hâte qu'une IA fasse ce genre de boulot pour moi. Mais pareil, quand j'étais dev, il y a des fonctions que j'ai écrit plein de fois. Je pense que, allez, un tiers de mes heures de dev aurait pu être fait par une IA aujourd'hui. Franchement. Et les devs du chat, dites-moi si je me trompe, mais est-ce que vous êtes à peu près d'accord avec ce postulat-là que un gros pourcentage de votre boulot aurait pu être fait par une IA? Ce qui me préoccupe, c'est qui possède les IA, quelles indépendances elles ont. Ça, je suis d'accord. Dixon, tu dis vrai. Copier-coller les devs pour les répétitions. Copilote change la vie de fou, je confirme. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, vraiment, je suis persuadé que la grosse partie de notre taf, peut-être pas la moitié du taf, mais au moins un bon 20-30% aurait pu être simplifié par des IA. Enlever un élément d'une image, c'est pas un emploi qui va disparaître. Mais si, Olek, si tu enlèves, pour donner un exemple, les pigistes et des IA qui vont écrire des articles à la place des pigistes, ça enlève des métiers de pigistes. Même si ce n'est qu'une partie du taf qui est remplacée. Si. Tu enlèves une partie d'un boulot, tu enlèves des boulots. Parce que si tu enlèves 1 heure de validation, bah en fait, on va dire quelqu'un qui va embaucher, il va se dire, bah je vais pas embaucher quoi. Par ricochet, ça enlève. Tu dis vrai, mais je ne pense pas qu'on puisse se passer de dev pour le moment. Oh, bah, j'ai jamais dit ça. Depuis que j'ai copilote, j'appuie sur Tab 70% de mon temps. Voilà. Des nouveaux jobs sont créés, n'est-ce pas? Je suis pas convaincu de ça. C'est là où je suis pas d'accord avec Jérôme quand il dit 80%. Je pense en fait que ça va juste moins embaucher. Tout simplement, ça va réduire l'embauche petit à petit. Je suis dev, je confirme, l'IA ça aide énormément, c'est souvent plus simple de demander à ChatGPT de générer du code que de chercher dans le doc. Vous voyez, la quasi-intégralité des devs dans le chat confirme. Je trouve que c'est pas mal pour créer du first draft de code, mais il faut repasser derrière. On est bien d'accord avec ça. Merci le tout en carton pour le sub. Personnellement, je ne pense pas. Après, je fais de la recherche, donc c'est peut-être différent. Tu fais quoi comme taf maintenant? Bah, je bosse sur Nowtech. J'écris des vidéos. Je m'occupe de la partie aussi informatique de Nowtech. Mais le plus gros, j'écris des vidéos. Rien que pour les code review. Je suis à Epitech et ChatGPT Copilot sont considérés comme de la triche. Après, dans un contexte d'éducation, c'est important quand même de comprendre soi-même ce que tu fais. Donc je peux l'entendre que Epitech et tout ça soient un peu agacés. Après, dans tous les boulots, tu as des tâches répétitives. Oui. Bienvenue à toi d'ailleurs, Chator. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça ne change pas le débat, il me semble. 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore selon l'INSEE. Oui, de nouveaux boulots vont se créer autour de l'IA. Ouais. Je me méfie de ce genre de stade de 85% des emplois, blabla, n'existent pas. Je suis un peu méfiant de ça. Super intéressante comme tartine. C'est gentil, Pierre Woods. Merci pour ton gentil message. ChatGPT m'a écrit l'édito de mon catalogue d'écho. Le dev du turfu sera celui qui utilisera les IA le plus efficacement. Ah, mais j'en suis persuadé. Ça n'enlèvera pas la validation, ça n'enlèvera pas de comprendre le contexte dans un premier temps. Mais j'en suis assez convaincu, oui. J'en suis assez convaincu. De nouveaux métiers vont apparaître, mais toute optimisation débouchera pour les entreprises vers des réductions de charges et donc d'emplois. Et les nouveaux emplois créés ne seront pas forcément localisés ou les emplois détruits le seront. Ouais, pour moi, il me paraît quand même pertinent de dire que toutes ces IA vont réduire la masse salariale. Après, est-ce que c'est 80%? De toute façon, ça, c'est des hypothèses et c'est des avis et je les trouve intéressants. Est-ce que c'est 80%? Est-ce que c'est 90%? Est-ce que c'est 20%? Est-ce que c'est 30%? Peu importe le chiffre, ça va réduire du boulot.
Est-ce qu'on a le temps de faire ça? Il est 9h30, méga rapidement, désolé Samuel, méga rapidement, juste pour vous dire, je vais le faire en bref, juste pour vous dire qu'effectivement, à cause de ChatGPT et de certaines vidéos YouTube, il y a un game qui est en train de se créer sur Amazon et qui devient un peu un cauchemar, très honnêtement. En fait, il y a des gens... Il y a des gens qui ont remarqué qu'il y avait moyen de se faire beaucoup d'argent avec des livres pour enfants sur Amazon, et qu'il y avait des gens qui se faisaient beaucoup d'argent là-dessus. Et en fait, il y a des petits malins qui se sont dit, tiens, si je générais mes illustrations et le texte de ces livres pour enfants avec ChatGPT et Midjourney ou Dali ou machin, et en fait, ils se sont mis à inonder Amazon, ces personnes-là, de livres pour gosses, générés par IA, donc générés en quelques heures au final, le temps de relire et de bien vérifier, et essayer d'exploiter cette faille et de générer de l'argent là-dessus. Et effectivement, ça pose des gros problèmes à Amazon d'avoir trop de livres, quoi. Voilà. Donc je vais pas vous le faire parce qu'il est 9h30 et qu'on essaye de terminer le mug en étant un petit peu plus sérieux. Mais voilà pour ce débat sur l'IA, sur le monde du dev, sur ChatGPT. Je sais que certains peuvent être un peu embêtés parce qu'on parle beaucoup de ce sujet, mais très honnêtement, je trouve que c'est un sujet super excitant et très intéressant, et il faut qu'on y réfléchisse à tout ça. Je pense pas qu'on va pouvoir passer à côté. Clairement, je pense que c'est super important d'en parler. Voilà. Il faut en effet absolument apprendre à utiliser les outils IA comme il a fallu apprendre les logiciels de traitement de texte avant la disparition des secrétaires. Oui. Le truc qui me fait peur avec l'IA et ChatGPT... Alors on va passer au camp de fac. C'est parti, on va passer dans la partie de l'émission où on discute entre nous. Let's go. Donc tu disais, le truc qui me fait peur avec l'IA et ChatGPT, c'est le fait que ça sera trop performant et peut-être permettra à des gens de réaliser des choses sans vraiment comprendre l'origine et la façon dont cela a été fait. Mais c'est le problème de l'éducation, c'est ce dont on parle déjà, c'est que si tu commences à avoir des étudiants et des élèves qui génèrent des choses par IA et qui ne réfléchissent pas par eux-mêmes, d'une certaine façon, c'est dangereux pour la société parce qu'on a besoin d'avoir des citoyens qui réfléchissent aussi par eux-mêmes et qui ne se reposent pas sur des IA. Et je dis pas ça en mode les jeunes ils réfléchissent plus. Non, je dis ça en mode vraie question. Vraie question. Ouais, non, c'est une vraie question importante, quoi. Je prends un ou deux messages et on va arrêter là. Petit message aussi important. Vous n'aurez plus de musique sur le générique de fin du mug jusqu'à ce que ça soit corrigé. Notamment parce qu'on a des gros problèmes à cause de personnes qui se sont amusées, notamment un humoriste américain, qui s'est amusé à copyright claim, alors peut-être ça va pas parler à certains, mais en gros il y a un humoriste américain qui a déposé la musique du générique de fin du mug, qui est une musique où on a payé la licence, donc nous légalement on est bon, mais il y a un humoriste américain qui a déposé la musique de son spectacle, qui est cette musique-là, et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on est détecté par les robots de Twitch et de YouTube. C'est détecté comme une musique déposée, comme si on avait utilisé du Ariana Grande, du Michael Jackson, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, ça nous pourrit sur Twitch, on se prend des avertissements de Twitch, ça nous coupe le son de la fin de l'émission. Donc, en mesure temporaire, nous avons décidé d'enlever le son du générique de fin, qu'on va changer très bientôt, dès qu'on aura un peu de temps. Donc pas d'inquiétude, s'il n'y a plus de musique sur le générique de fin, c'est normal. Voilà, c'est une mesure temporaire pour éviter qu'on se prenne des pains par Twitch. Pour augmenter la productivité, il faut supprimer l'humain partout, c'est possible. Je vais bosser sur un protocole de communication inter-IA pour accélérer la fin du monde. Au début, je me suis demandé si c'était une blague. Putain, je suis en train d'être totalement brûlé par le soleil, là. Waouh. Totalement brûlé. Yes, let's go. Let's go. Ah, putain, j'ai bougé ma fenêtre. Bon, on va terminer là, les gens, mais le débat de fin était trop cool. C'était trop bien. A-t-on le droit au live contributeur si on contribue avec un Prime? Ah, bien sûr. Tu contribues avec un Prime, tu peux venir à 18h. Venez à 18h. Eh oui, d'ailleurs, je vais faire les annonces. Venez à 18h, jeudi contributeur.
Ça rime, c'est beau. Si vous êtes, si vous avez déboursé quelques copecs pour nous soutenir et financer aussi l'émission, on vous en remercie beaucoup. N'hésitez pas à venir à 18h. Hein, et demain, ça sera Jérôme qui vous fera le mug à 8h du matin, comme tous les matins. Voilà. Je vais vous laisser. Le soleil est en train de me brûler. Voilà. Tout à fait. C'est pas désagréable non plus. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire? Non, rien de spécial. Allez suivre notre Insta et notre TikTok. On publie des petits résumés de l'actualité quasi tous les jours. Et puis voilà. Merci à tous d'avoir suivi le mug. À la prochaine. Ciao tout le monde. Et je vais lancer un petit raid. Je sais pas vers qui. On va voir. Ciao tout le monde. Bye bye.